les parents de l'enfant. On a l'ensemble de l'équipe enseignante de l'établissement. On a donc l'équipe médico-sociale qui est sur place. On a la municipalité, puisque c'est la mairie qui met à disposition les locaux avec une salle supplémentaire pour accueillir, pour créer en fait la salle d'autorégulation. Et puis, la mairie peut aussi mettre à disposition du personnel périscolaire pour le temps de cantine, puisque la cantine est évidemment ouverte aux enfants qui sont inscrits au dispositif d'autorégulation. Et nous, c'est ce qui se passe à Troyes. On a donc des AESH, je reviendrai après sur le détail de l'équipe, mais on a des AESH pour le temps scolaire, et pour la cantine, la mairie nous met aussi à disposition du personnel. Et donc, on a aussi la supervision qui permet de créer une culture commune au sein de l'établissement scolaire entre l'équipe enseignante et l'équipe médico-sociale. Et puis qui vient soutenir l'appropriation du concept d'autorégulation auprès de l'équipe médico-sociale et qui vient faire monter en compétence l'ensemble de l'équipe sur la partie plutôt technique d'accompagnement des enfants TSA. Donc, pour notre part, on a choisi l'organisme autorégulation, accompagnement et expertise d'Anne-Sophie Morena, enfin créé par Anne-Sophie Morena. Et donc, on a deux superviseuses qui viennent donc une fois tous les 2 mois, 2 jours. Et le soir, entre les 2 jours, il y a le débrief de la supervision avec l'équipe médico-sociale et l'ensemble de l'équipe enseignante de l'établissement, ainsi que des personnes de l'inspection académique. Et du coup, le débrief est en fait, est pour l'ensemble de l'établissement. Et quand les professionnels de la supervision viennent dans l'établissement, elles viennent évidemment dans la salle d'autorégulation, mais elles viennent aussi dans les classes de référence de l'enfant. Voilà, et puis on a d'autres partenaires, puisqu'il y a le département qui vient financer les transports des enfants pour les enfants dont les parents ne sont pas disponibles pour les accompagner à l'école. On a le secteur sanitaire pour tout ce qui concerne le suivi en amont du dispositif d'autorégulation, le suivi pédopsie, et puis tout ce qui est hôpital de jour, les dentistes, enfin, tout ce qui relève du soin. On a la MDPH, puisque l'orientation des élèves vers le dispositif d'autorégulation passe par une notification. On a les ESMS du territoire, et notamment pour travailler la suite après le dispositif d'autorégulation. Je reviendrai sur cet aspect tout à l'heure. Et les professionnels en libéral du territoire, et pour notre part, des orthophonistes, vu qu'on n'en a pas au sein de notre équipe, parce qu'on n'a pas réussi à recruter d'orthophonistes. Donc, les professionnels de l'autorégulation. Donc, en premier lieu, on a une enseignante coordinatrice qui est dédiée au dispositif, qui n'est pas nécessairement formée par un KPI comme sur des dispositifs UEMA, par exemple. On a une neuropsychologue coordinatrice également. On a 2 éducateurs spécialisés, un moniteur éducateur, 2 AESH, une psychomotricienne, une secrétaire, une directrice pour la partie médico-sociale, un directeur d'école et évidemment, comme je le disais tout à l'heure, l'équipe enseignante de l'école primaire, avec qui le lien est extrêmement resserré, puisque chaque enfant est inscrit dans sa classe de référence avec son enseignante, et du coup on va travailler en lien resserré avec les enseignants pour pouvoir décliner tous les objectifs du projet personnalisé de l'enfant en lien avec son comportement et également en lien avec les objectifs pédagogiques. Voilà, alors comment fonctionne un DAR? Donc les élèves
c'est ce que je disais, hein, sont inscrits dans leur classe de référence la plupart du temps. Par exemple, la rentrée de septembre 2020, tous les enfants quasiment du dispositif d'autorégulation ont fait leur rentrée scolaire dans leur classe de référence. Et ils peuvent rejoindre, selon leurs besoins, la salle d'autorégulation, soit sur des temps qui sont définis pour renforcer certaines compétences et servir le projet personnalisé de l'enfant, mais ça peut être aussi sur d'autres temps, lorsque soit l'enfant, soit l'enseignant pense que les troubles deviennent trop envahissants à un instant T. Voilà, et comme je disais tout à l'heure, la mairie met donc à disposition de l'école une salle supplémentaire pour accueillir cette salle d'autorégulation qui est à côté des autres classes, mais donc dans un espace à part. Alors, à qui est destiné le DAR? Donc, le DAR est destiné à des enfants qui ont un diagnostic TSA et d'âge de l'école élémentaire, donc 6-12 ans. Il faut que ce soit des enfants qui sont en capacité de suivre le programme du cycle dans lequel ils sont inscrits. À savoir qu'un cycle scolaire, c'est sur 2 ans. Donc, sur le temps de l'école primaire, il y a plusieurs cycles. Donc, ça signifie que les enfants accueillis au DAR ne peuvent pas avoir un écart supérieur à 2 ans de leur classe d'âge. Voilà, il faut que ce soit des enfants qui soient en capacité de supporter progressivement les exigences d'un rythme scolaire, puisque les enfants sont tous accueillis à temps plein dans le dispositif d'autorégulation. Malgré ces 2 caractéristiques qu'on pourrait prendre un peu comme des contraintes par rapport à certains publics, qu'on peut accueillir dans d'autres dispositifs, c'est évidemment des enfants qui manifestent des comportements problèmes ou comportements défis importants et fréquents pour lesquels le DAR propose un appui spécifique. C'est-à-dire que des enfants qui pourraient suivre leur scolarité en système ordinaire sans finalement cet appui spécifique qui est le DAR, n'ont pas besoin finalement d'être affectés à ce type de dispositif. Voilà, et ça peut être également des enfants qui présentent d'autres troubles du neurodéveloppement associés aux troubles du spectre de l'autisme. Donc, ça, c'est par exemple les troubles du langage, les dys, la déficience intellectuelle, etc. Donc, l'effectif du DAR, c'est entre 7 et 10 enfants, à savoir qu'on est sur une montée en charge qui est progressive, c'est-à-dire que la première année, les dispositifs d'autorégulation doivent accueillir 3 enfants, deuxième année, 6 enfants, et la dernière année, on est entre 7 et 10, et puis... et de manière constante, on doit rester entre 7 et 10, c'est l'exigence du cahier des charges. Alors, Madame Berthaud, oui. je me permets juste une petite incursion. Il faut un petit peu accélérer. J'accélère. OK, j'ai bientôt fini. Donc, sur le partenariat médico-social et éducation nationale, comme je disais dès le début, hein, on est sur un partenariat plus que resserré, c'est vraiment du copilotage. On a donc un copil qui a lieu 3 fois par an, avec donc tout un staff de l'inspection académique. On a donc la directrice médico-sociale, le directeur de l'école, neuropsychologue qui est coordinatrice et l'enseignant coordinatrice du dispositif. Donc, l'objet des copils, c'est les admissions à venir, le fonctionnement du dispositif, le bilan d'évolution des élèves et puis un débrief sur les supervisions. On a également dans ce partenariat un temps de coordination enseignant et neuropsychologue du dispositif qui a lieu 1 fois par semaine, dont l'objet est de discuter des projets personnalisés, l'ordre du jour des réunions de service et l'emploi du temps des enfants et des professionnels. Et puis, on a aussi dans ce partenariat resserré des admissions qui sont conjointes réalisées par le directeur de l'école et le directeur de l'ESMS. Donc, à savoir qu'à 3, dans l'école Paul Bert, les admissions ont lieu dans le bureau du directeur de l'école. C'est moi qui me déplace pour les faire conjointement. Et après, tout ce qui est de l'ordre de l'inscription à l'école se fait exactement, et à la cantine, se fait exactement de la même manière que les autres élèves de cette école.
Voilà, donc l'avantage du DAR pour les enfants et leurs familles, alors d'abord pour les élèves, c'est évidemment une scolarisation qui est dans un cadre ordinaire, des bénéfices, des stimulations et modèles des enfants de leur âge et un accès à des prestations spécialisées qui répondent à chaque situation dans le cadre de vie de l'enfant, école et domicile. Pour les familles, le gros avantage, c'est une scolarisation à temps plein pour leurs enfants et une guidance parentale qui a lieu une fois par mois avec un transfert de compétences où on peut travailler, par exemple, le brossage des dents. On peut accompagner aussi sur des rendez-vous médicaux comme un accompagnement chez le dentiste ou chez le médecin. Là, on a accompagné des enfants pour se faire tester qui étaient cas contact, etc. Voilà. L'avantage pour l'établissement scolaire, donc les équipes médico-sociales et enseignantes, c'est la construction d'une culture commune autour de concepts majeurs comme l'autorégulation, la pédagogie explicite, le sentiment d'auto-efficacité, l'autodétermination. Hyper important, le démarrage d'un dispositif d'autorégulation commence par une semaine de formation conjointe enseignants et équipe médico-sociale où les enseignants de l'établissement sont remplacés par des enseignants remplaçants et où donc on passe une semaine ensemble formés à tout ce concept et à cette culture commune. Et ça crée vraiment des liens dès le départ. Voilà, donc c'est l'intervention d'une équipe médico-sociale au sein d'un établissement, évaluation conjointe des besoins éducatifs et pédagogiques de l'enfant à travers le projet personnalisé de l'élève. On en fait une rédaction commune. Le projet personnalisé, c'est peu d'objectifs, mais qui sont renouvelés chaque trimestre de l'année pour coller au plus près des besoins et de l'évolution de l'enfant, avec une évaluation qui est pluridisciplinaire, une reconnaissance et une articulation de l'expertise de chacun dans un lieu commun, une augmentation des compétences et du sentiment d'auto-efficacité, et puis l'accessibilité pédagogique pour tous les élèves, TSA, mais pas que, puisqu'on peut mettre en place des ateliers où on mélange les enfants qui sont affiliés à ce dispositif d'autorégulation et également d'autres enfants qui pourraient avoir besoin d'ateliers qu'on peut proposer. Donc, par exemple, un atelier graphisme animé par la psychomotricienne ou un groupe d'habilité sociale animé par un éducateur spécialisé ou la neuropsychologue. Voilà, et donc je termine. Après le DAR, qu'est-ce qui peut se passer? Une orientation collège avec ou sans AESH et avec ou sans CESAD. Une Ulysse collège, pareil, avec ou sans AESH et avec ou sans accompagnement CESAD. Ça peut être un IME si l'enfant a une déficience associée qui devient trop importante et l'écart s'est creusé parce que les enfants n'ont pas été repérés assez tôt. Et à ce moment-là, on va travailler l'orientation parce que l'enfant a besoin de plus. Ou ça peut être sinon un DAR collège. Alors nous, on n'en a pas dans l'Aube, mais on serait prêt à développer ce type de projet, voilà, et qui est en train de se développer dans de plus en plus de départements. Voilà. Pour terminer mon intervention, on a pu faire interroger une maman du DAR. Alors, j'espère que ça va marcher. Le son est pas très, très fort. Je pense qu'il faut mettre vraiment à fond vos sons d'ordinateur ou peut-être écouter avec des écouteurs. Voilà, ça ne dure pas longtemps. Bon, comme je disais, voilà, Kelly, depuis sa première scolarisation à l'âge de 3 ans, elle était à l'école maternelle en petite section et moyenne section 2 fois et elle y allait que 3 heures par jour, donc le matin de 9 heures à 12 heures. Et Kelly, donc je la récupérais à 12 heures. C'était une petite fille qui était exécrable, qui était frustrée. Elle était pas bien, hein. Elle était dans une classe avec des élèves de 30 enfants et c'était très, très dur pour elle. On lui proposait des travails, elle ne restait jamais en place. C'était difficile pour elle de rester concentrée sur une activité. La propreté, c'est pareil, ça n'allait pas non plus. Et quand on m'a proposé de la mettre dans une classe d'autorégulation, j'ai accepté. Du coup, elle y va depuis septembre 2021. Non, 2020. Pardon. 2020. Donc ça fait 1 an et demi. Elle y va toute la journée.
C'est sa première année où elle est en temps complet, qu'elle y va toute la journée. Donc, elle y va de 8h30 à 16h30 en continu. Et depuis 1 an et demi, je la récupère le soir à 17h et c'est une petite fille qui est épanouie. Elle rentre le soir, elle est calme, elle rentre à la maison, elle se déshabille, elle fait ses petites activités qu'elle fait d'habitude, elle joue, mais j'ai remarqué beaucoup de changements, c'est qu'elle est épanouie. Elle est aussi plus attentive qu'avant, non, elle n'était pas du tout attentive. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus attentive. Ensuite, elle reste beaucoup plus longtemps sur les activités. À la maison, quand elle en fait, ça va beaucoup mieux. Elle est très, très bien entourée avec, pour moi, personnellement, une équipe géniale qui la gère super bien au quotidien, avec qui elle est très bien, qu'elle me réclame beaucoup d'ailleurs, elle me réclame beaucoup l'école, beaucoup les personnes qui s'occupent d'elle. Depuis que l'équipe s'occupe d'elle, elle est beaucoup plus attentive à son travail, elle est beaucoup plus concentrée aussi, elle arrive beaucoup plus facilement à rester en place. Et puis vraiment au niveau du travail, elle travaille beaucoup mieux, de mieux en mieux et c'est génial. Franchement, elle est bien entourée et l'équipe est géniale. Vraiment, ils s'occupent de tous les enfants super et c'est super, voilà, c'est génial. Alors, merci pour ce partage. Voilà. Merci pour votre J'ai terminé intervention. ma présentation. Merci. Alors, je vais vous laisser enlever l'écran partagé. Pendant ce temps, je vais présenter Monsieur Ducarme, qui est enseignant de formation et qui est directeur de la page des Ardennes depuis 2008, qui est une association gestionnaire d'un IME de 74 places, d'un CESAD de 12 places, d'une UEMA, qui est installée à l'école primaire de Rocroi, d'un dispositif d'assistance pédagogique à domicile pour des élèves malades ou accidentés et de l'équipe mobile. Et donc, vous êtes avec nous cet après-midi, Monsieur Ducarme, pour nous présenter cette équipe mobile d'appui médico-social pour la scolarisation des élèves en situation de handicap qui a été déployée dans le département des Ardennes. Alors, normalement, vous devriez avoir la possibilité de partager votre écran en cliquant sur le bouton « Écran partagé ». C'est ce que j'ai fait. Et ça ne veut pas. Ah, voilà. si, voilà. Voilà, vous m'entendez bien? On vous entend et on voit le partage d'écran. Donc, je vous laisse la parole. Et quand vous aurez fini votre intervention, on reviendra sur les questions qui sont dans le chat. Hein. Très bien. Allez-y. Alors, d'abord, quelques éléments de contexte par rapport à la création de cette équipe mobile, puisqu'on a fait partie des équipes préfiguratrices à partir de 2019. Le département des Ardennes, c'est 34 écoles maternelles, 137 écoles élémentaires, 57 établissements du secondaire. On a des temps de transport qui sont importants et ça, c'est à prendre en compte dans l'organisation des services, puisqu'on a une ruralité assez développée. On avait et on a toujours un terreau favorable pour la coopération entre l'éducation nationale et les établissements médico-sociaux. Des dispositifs, des classes externalisées d'établissements médico-sociaux qui représentaient à peu près une centaine d'élèves, de nombreux élèves de SMS qui étaient inclus en droit commun avec des projets pédagogiques individualisés. Le constat sur les équipes pédagogiques, c'était que la culturation était vraiment inégale pour les enseignants concernant l'inclusion scolaire, une méconnaissance et une représentation tronquée parfois du handicap, un manque d'informations sur les ressources de soutien et le besoin de formation du corps enseignant et des AESH. Cette équipe mobile a pris appui sur les textes réglementaires, c'est une circulaire du 26 mai 2021, qui est une circulaire qui est venue en deuxième rideau suite à un premier cahier des charges des équipes préfiguratrices. Alors, c'est une équipe pluridisciplinaire qui est pilotée, et ça c'est important, c'est qui est copilotée par le directeur de la page et par l'IEN-ASH. Donc, on copilote tous les deux cette équipe et ça permet d'avoir cette culture commune, médico-sociale, éducation nationale. Il y a une coordinatrice qui est éducatrice spécialisée, formée à l'autisme, à l'approche systémique, qui est à 06.
et puis les professionnels qui interviennent, où là, on a vraiment une pluralité de professionnels avec un médecin psychiatre, une psychomotricienne, une psychologue, une orthophoniste, une éducatrice spécialisée qui maîtrise la langue des signes et le langage parlé complété, une formatrice à la compréhension des particularités du fonctionnement autistique, une enseignante spécialisée sur la déficience intellectuelle, une enseignante spécialisée sur le handicap physique, une neuropsychologue, et puis une orthoptiste qui vient en prestation puisque on a des partenariats avec d'autres établissements médico-sociaux, notamment un centre d'audiophonologie et d'éducation sensorielle, et puis un IEPM, et puis d'autres vacataires spécialisés si besoin. Par exemple, on a déjà fait appel à des ergothérapeutes. Et puis évidemment les fonctions support sur la qualité, la direction, le secrétariat et les comptables. Donc ça fait un total de TP de 2,23 pour cette équipe. Alors les bénéficiaires du projet, ce sont les équipes pédagogiques des Ardennes, scolarisant des élèves en situation de handicap de 3 à 20 ans, qui sont notifiés ou pas par la CDAPH. Le premier cahier des charges précisait que c'était des enfants en situation de handicap notifiés, et l'évolution, là, avec la circulaire, a levé un petit peu cette exigence. Les attentes, pour eux, c'est d'identifier des ressources de soutien et d'écoute pérennes et réactives, de bénéficier de temps de formation sur le handicap et leurs répercussions dans les situations d'apprentissage, d'obtenir des outils et des stratégies de travail concrets dans la mise en place des adaptations pédagogiques et d'améliorer leurs conditions de travail et le bien-être des classes par la même occasion. Pour nous, le bénéfice attendu est de dédramatiser l'accueil des élèves en situation de handicap, de maintenir, de favoriser, d'améliorer l'inclusion scolaire, de permettre et d'améliorer la compréhension du handicap pour mettre en place une pédagogie adaptée qui soit durable, et de favoriser les échanges entre les aidants et l'école. Les objectifs généraux, eh bien, il s'agit de sécuriser les parcours des élèves, d'augmenter progressivement la scolarisation des élèves en situation de handicap des établissements médico-sociaux dans le droit commun, de soutenir les professionnels sur le plan de la formation concernant le handicap, d'articuler les actions avec les PIAL, qui sont les pôles inclusifs d'accompagnement localisé, d'épauler les dispositifs existants, de communiquer auprès de tous les partenaires, c'est-à-dire de la mise en réseau auprès des équipes des établissements spécialisés, des IEN, des chefs d'établissement de droit commun, des équipes enseignantes, etc. Et puis, évidemment, de mailler le territoire, faire du lien et de la mise en relation pour accéder aux ressources nécessaires à diversifier et de mettre en œuvre des partenariats pour mobiliser des ressources à forte technicité, par exemple des établissements comme je les ai évoqués avant. Les partenaires, eh bien, évidemment, les familles et les proches aidants, l'IEN-ASH et les IEN de circonscription, les enseignants référents, les PIAL, le service de l'école inclusive et la cellule d'accueil et d'écoute de la DSDEN, directeurs d'école principaux proviseurs, les RAZ, les centres de formation d'apprentis, les PCPE, la MDPH, CAMS, CMPP, structures sanitaires, services de santé scolaire, et nous, Résalliance, qui pour nous, dans les Ardennes, est un réseau donc, transfrontalier qui intervient à la fois en Belgique et en France, et qui est spécialisé dans, on va dire, l'autisme, qui apporte une expertise très pointue. Et puis des plateformes Cap École Inclusive et les établissements, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour l'orthopsie, l'ergothérapie, etc. Nos missions, eh bien, c'est de conseiller et de participer à des actions de sensibilisation, notamment dans le cadre de l'école inclusive pour les professionnels des établissements scolaires. C'est d'apporter appui et conseil à un établissement scolaire en cas de difficulté avec un élève en situation de handicap qui bénéficie ou non d'un AESH. C'est d'aider l'équipe éducative à gérer une situation difficile. C'est de conseiller une équipe plurie d'évaluation de la MDPH.
Les types d'intervention possibles, ce sont des temps d'intervention de l'élève dans la classe, un débriefing avec l'enseignant ensuite. C'est des interventions individuelles auprès d'un enseignant ou d'un AESH. Ça peut être une intervention collective auprès d'une partie ou toute l'équipe pédagogique. C'est des démarches conseils sur les stratégies pédagogiques, par exemple positionnement spatial de l'élève, situation favorisant les apprentissages, documentation pertinente, mise en réseau de ressources humaines possibles. Ce sont des temps de formation sur le fonctionnement de l'élève en situation de handicap et les conséquences dans sa vie quotidienne. Ce sont des temps de formation auprès des AESH sur demande de l'éducation nationale et aussi des temps de formation pour les formations d'enseignants. Alors, comment se déroule le processus d'appui? En début d'année scolaire, donc, il y a une communication à l'ensemble des établissements scolaires qui se fait par le canal de l'inspection académique de la plaquette de présentation du document de saisine. Donc là, on voit encore une fois qu'on fonctionne vraiment en partenariat avec l'éducation nationale, puisqu'on passe par leur canal de communication. L'envoi du document de saisine de l'équipe mobile par un établissement se fait après validation de l'IEN ou du chef d'établissement. Validation de l'IEN pour le premier degré, chef d'établissement pour le second degré. À réception, il y a une traçabilité de la demande qui est faite par la direction, par la secrétaire de direction. Ensuite, on réalise un point régulier avec l'IEN-ASH et moi-même pour valider la légitimité de la demande. Et ensuite, la coordinatrice prend le relais. Donc, il y a un appel de l'établissement scolaire pour recueillir des précisions sur la demande, envisager les créneaux d'intervention possibles. Si la demande est relative à un élève, le directeur de l'établissement doit recueillir le consentement de la famille. On intervient, dès lors que c'est en relation avec un élève, on n'intervient jamais si nous n'avons pas le consentement de la famille. En fonction des demandes, il y a des priorisations des interventions suivant le caractère d'urgence et le choix des professionnels concernés. La présentation de la situation aux professionnels de l'équipe mobile concernée, on arrête la date, l'heure d'intervention, on rappelle l'établissement scolaire, éventuellement, il y a un lien avec le référent handicap si la demande cible est un élève notifié. La préparation de l'intervention se fait par les professionnels intervenants. Je dois préciser que dans la mesure du possible et le plus souvent possible, on intervient à deux pour qu'il y ait des regards croisés. Ça peut être par exemple le médecin psychiatre et une psychologue, un enseignant et une orthophoniste, etc. Tous les couples sont possibles. L'intervention sur site des professionnels se fait, laisse une enquête de satisfaction à renvoyer et des mémos. Alors, ce sont des mémos que l'équipe a rédigés qui permettent un petit peu de donner, on va dire, des informations sur les aménagements pédagogiques envisageables selon les situations. Après l'intervention, il y a l'élaboration d'un bilan qui rappelle les aménagements pédagogiques possibles. Et ça, ce bilan, il est envoyé aux enseignants ou aux AESH qui ont été concernés par l'intervention. Ensuite, la coordinatrice rappelle à 3 mois pour pouvoir mesurer l'impact de l'équipe. Et puis, on fait un traitement biannuel des enquêtes pour évaluation par le responsable qualité. Ensuite, bilan, analyse et plan correctif mis en œuvre par l'équipe mobile, évidemment, en réunion de coordination. On a des réunions de coordination, en gros, 5 à 6 fois par an. Alors, quelques éléments pour que vous ayez la répartition des demandes par handicap. Vous pouvez voir que les troubles neurodéveloppementaux sont majoritaires dans les demandes et derrière sont les troubles du comportement qui viennent. On a après, on a touché l'ensemble des handicaps, mais vraiment ce sont les troubles neurodéveloppementaux et les troubles du comportement qui sont vraiment majoritaires. Les interventions que l'on a fait, en 2019-2020, 61 interventions ont été réalisées. Vous pouvez voir la répartition par cycle. Hein, on va dire, là, c'était plutôt bien réparti. En 2020-2021, 59 interventions réalisées. Et là, c'était plutôt majoritaire dans le cycle 1. Aujourd'hui, on est à peu près à une quarantaine d'interventions sur l'année scolaire 21-22. Voilà.
Merci beaucoup pour votre intervention, Monsieur Ducarme.